Donc, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, là je vois qu'il y a du monde d'un peu partout dans le monde. Merci d'être là. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire sur la justice raciale et environnementale au nom du groupe Amérique du Nord d'Europe Écologie Les Verts. Donc, nous tenons d'abord à souligner que ce webinaire est hébergé et se déroule en partie sur le territoire traditionnel non cédé de peuples autochtones. Cette reconnaissance est d'autant plus importante que notre thématique d'aujourd'hui découle d'une démarche de réflexion sur des questions d'inégalité et d'injustice souvent invisibilisées. Donc, c'est quelque chose qu'on tenait à souligner ce soir. Donc, la présentation qui va suivre s'inscrit dans une série de webinaires qui est organisée par des militants d'Europe Écologie Les Verts hors de France, dans le cadre des élections consulaires qui vont se tenir en mai prochain. Pensez à vous inscrire auprès de votre consulat d'ailleurs pour pouvoir voter. Je vous invite à suivre l'actualité de ces webinaires que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, parce qu'ils traitent de nombreuses thématiques qui sont vraiment intéressantes et diverses, comme les violences faites aux femmes, les questions de migration, d'expatriation, les droits de la nature, par exemple. Enfin, il y a plein d'autres sujets, donc allez voir, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va accueillir 3 jeunes militants canadiens qui ont généreusement accepté de venir nous parler de leurs actions et expériences, donc merci à eux. Chacun s'exprimera durant une vingtaine de minutes, et ensuite on va avoir un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Vous pouvez déjà écrire vos questions dans la boîte QR qui est en bas de votre écran. Pour les personnes qui nous suivent en direct sur Facebook, vous pouvez également commenter, et à la fin, Sabrina se chargera de transmettre les questions à nos intervenants. Et si vous avez des problèmes techniques, il y a Jean-Baptiste qui sera là pour vous aider. Donc Jean-Baptiste qui est indiqué sous le nom Europe Écologie Les Verts hors de France, hein, vous pouvez l'écrire directement. Donc ce webinaire, en fait, il est né d'une réflexion au sein de notre groupe d'Europe Écologie Les Verts d'Amérique du Nord autour de l'actualité sur le racisme systémique. Nous sommes partis du constat qu'en cas de situation difficile, que ce soit des guerres, des famines ou maintenant la crise écologique, les premières communautés à en subir les effets et être victimes d'injustice sont les personnes qui sont discriminées, c'est-à-dire les pauvres, les femmes, les personnes handicapées ou les personnes racisées. Donc la crise environnementale étant là, on constate déjà que ces communautés sont les premières à subir de nouvelles injustices. Et d'ailleurs, on parle de racisme environnemental lorsqu'intentionnellement ou non, les politiques ou pratiques environnementales affectent de manière disproportionnée des gens, des groupes ou des collectivités qui se distinguent par leur appartenance ethnique ou leur couleur de peau, comme l'installation dans leur milieu d'entreprises polluantes ou qui présentent des risques environnementaux. Inversement, on attend souvent des populations racisées un effort plus important dans la protection de l'environnement, au détriment parfois de leur mode de vie ancestraux, dans une approche qui est souvent paternaliste et coloniale. Donc, on peut aussi prendre pour exemple les pratiques violentes d'associations de protection de l'environnement dans certains pays d'Afrique qui ont été dénoncées depuis déjà quelques années, ou alors la remise en cause de pratiques de chasse ancestrale au sein de populations autochtones dans le nord canadien, puisque là, on situe quand même, des panélistes se situent au Canada. Donc là, le but de ce webinaire, c'est de nous amener à réfléchir sur les liens entre racisme et écologie et à explorer des pistes de solutions à mettre en œuvre dans nos pratiques et notre quotidien. Comment allier protection de l'environnement et lutte contre le racisme? Comment éviter de cautionner des projets ou actions qui font subir des litiges à ces communautés? Comment éviter d'avoir soi-même des comportements racistes développés de façon plus ou moins consciente, par exemple? Donc, pour amorcer la discussion, la réflexion, je vais laisser la parole à Lourdes Nigent. Donc, Lourdes Nigent, c'est une militante féministe intersectionnelle qui travaille sur des projets qui abordent divers enjeux sociaux, comme la justice sociale, l'inclusion, etc. Et elle s'implique tout particulièrement au sein de l'organisation communautaire L'Environnement, c'est intersectionnel. Lourdes Nigent, c'est à toi, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour, bonsoir à tout le monde selon à quelle heure vous nous écoutez. Mais déjà, merci, merci pour la présentation, puis merci pour l'invitation également. Oui, mais c'est ça, je me présente, je m'appelle Lourdes Nigent, le nom n'a pas changé. Puis, c'est ça, pour les prochaines minutes, j'aimerais vous parler un petit peu de la plateforme dont on a parlé plus tôt, l'environnement, c'est intersectionnel, et introduire brièvement qu'est-ce que signifie l'angle à mon sens. Donc, voilà, j'avais une petite présentation là, à vous présenter que vous voyez, si je ne m'abuse, devant vous dire. Alors, voilà, l'environnement, c'est intersectionnel, terme chargé de sens qu'on va essayer d'aborder un petit peu ensemble. Mais en premier lieu, et puis aussi, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, quand je teste, c'est ça. OK, bon, là, ça le fait plus rapidement, là, mais tout à l'heure, mon réseau est un peu lent aujourd'hui.
Mais bon, c'est les réalités dans lesquelles on vit maintenant. Mais oui, donc tout d'abord, je voulais vous présenter un petit peu le projet en soi. Donc, qu'est-ce que l'environnement, c'est intersectionnel? En bref, c'est une plateforme qui a deux missions, plutôt deux piliers à sa mission, devrais-je dire. La première, c'est d'être une plateforme d'éducation qui vise à un peu participer à la redéfinition collective de qu'est-ce que l'enjeu environnemental, comme quoi que, parce que l'environnement, j'ai l'impression que c'est un enjeu qui peut parler à beaucoup de gens, mais qui ne va pas nécessairement résonner les mêmes cloches, dans le fond. Donc, c'est de vraiment s'assurer de participer à un recadrement, si on veut, de cet enjeu-là le plus inclusif possible. Puis, c'est ça, le plus approfondi possible. Et pour soutenir cette part de la mission, il y a divers médiums. Donc, il y a essentiellement la page Facebook qui, pour le moment, sert de site web, mais il y a éventuellement un site web qui s'en vient, je vous jure. Euh, Et il y a aussi la possibilité, le fait que je fasse des panels comme ça. J'offre aussi un atelier du même nom. Donc, il y a vraiment plusieurs médiums pour tenter. Il y a aussi une page Instagram, c'est plus récent, fait que c'est pour ça que j'oublie souvent de le nommer, mais oui, il y a également une page Instagram qui s'appelle environnement.intersectionnel. Advienne que vous vouliez vous abonner, mais bref. Donc, c'est ça. Ces médiums-là servent de vaisseau pour pouvoir porter cette part de la mission-là. Et l'autre pilier de la mission de la plateforme L'environnement, c'est intersectionnel, c'est de participer à maximiser l'accessibilité d'alternatives de consommation et ou un accès à la nature pour des communautés marginalisées. Parce que déjà, bon, là, déjà, on rentre un petit peu dans quel est l'angle de l'environnement, c'est intersectionnel, mais on va voir un petit peu ensemble comment que, en partie, on remarque toutes les questions que ce soit de l'alimentation ou que ce soit le simple fait d'avoir accès à de la verdure, tout ça. Il y a vraiment un processus qui vient rendre ça volontairement plus compliqué pour certaines communautés. Donc, le but, c'est à micro-échelle, bien évidemment, de participer à rendre ces moyens plus accessibles. Et puis, la photo que vous voyez, que je trouve importante dont je trouvais important d'en parler, c'est un peu pour vous présenter la genèse de l'environnement, c'est intersectionnel. Dans le fond, c'est une plateforme qui est née il y a bientôt 2 ans, donc avril 2019. Et le but de cette plateforme-là, initialement, c'était un projet ponctuel qu'un organisme avait offert une micro-subvention pour maximiser le leadership des femmes, tout ça. Et moi, ça faisait un bout que j'avais cette idée-là en tête de faire une exposition d'œuvres d'art visuelles faite à partir de déchets ou de matières récupérées. Et donc ça, c'était fait avec plusieurs artistes. Donc, il y avait eu également une collecte de déchets collective avec ces artistes-là, tout ça. Puis, lors de l'exposition finale, il y avait des activistes qui sont venus parler des liens, dans le fond, des liens à faire entre environnement et justice sociale. Donc, ça, c'est... Puis de là étant, je trouve ça vraiment très drôle à dire, mais sincèrement, ce qui fait que ça existe encore aujourd'hui, au-delà du fait que j'ai plusieurs idées et tout, c'est que c'était... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que j'avais fait une page Facebook, puis c'est ça qui fait que j'ai encore voulu continuer, dans le fond. Donc, ça, c'est pour la présentation de la plateforme. Puis là, en bref, c'est juste un peu pour répéter comme quoi que de là étant, j'ai continué. Tu sais, maintenant, il y a plus de 1500 mentions j'aime à la page Facebook, qui est la plateforme principale. Puis, j'offre plusieurs ateliers, tout ça. Là, je trouve ça très important de dire que je n'ai absolument pas ce montant-là en compte en banque pour l'environnement intersectionnel, mais c'est plutôt pour dire qu'il y a eu divers partenariats, dans le fond, avec divers organismes qui se sont intéressés à la cause.
Maintenant, peut-être pour sauter ensemble un peu plus sur la matière, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement c'est intersectionnel? Puis c'est très volontaire que le terme intersectionnel soit dedans, même si peut-être qu'il ne va pas nécessairement être instinctif à comprendre. Donc, peut-être pour voir ensemble un petit peu qu'est-ce que l'intersectionnalité. En bref, c'est un concept, là, je ne sais pas si vous voyez comme ça, fait que je vais le passer juste au cas où, mais dans le fond, c'est un concept qui a été nommé par la professeure Kimberly Crenshaw en 1989, qui nous permet, il faut le comprendre comme un cadre d'analyse qui vient vraiment permettre de s'assurer à ce que on évite des angles morts lorsqu'on s'intéresse à des enjeux pour comprendre les dynamiques de pouvoir, pour comprendre les notions d'oppression, puis surtout pour s'intéresser à comment ceux-ci opèrent ensemble. Puis je trouve ça toujours important de dire, quand je parle de l'intersectionnalité, que c'est quelque chose qui était présent dans les cercles afroféministes depuis belle lurette, même si ultimement ça a été comme nommé et posé plus récemment. Parce que c'est ça, on oublie souvent que l'essence de l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui était bien vivant depuis longtemps dans les cercles afroféministes. Et maintenant, donc, on vient se poser sur la question, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement, c'est intersectionnel? Puis souvent, quand je parle de, quand je dis l'environnement, c'est intersectionnel, j'ai l'impression que les premiers réflexes, ça va être de s'intéresser au fait que il y a une sous-représentation des communautés racisées, des communautés marginalisées lorsque vient le temps de, lorsqu'on regarde l'enjeu environnemental, qui a plus d'attention, etc. Puis, un second point aussi, c'est qu'on va nommer que justement qui subit davantage les impacts de l'enjeu environnemental. Et bien que ces deux points-là soient hyper importants et soient quasi centrales, j'aimerais un peu aller un petit peu plus loin avec vous pour poser comme un cadre d'analyse, si on veut, que je propose pour regrouper ensemble plusieurs violences environnementales. Donc déjà, juste pour dire plusieurs violences environnementales, qu'est-ce que c'est? Les violences environnementales, c'est lorsque on remarque qu'il y a des dangers environnementaux, donc des environnements malsains, tout ça, qui vont être exacerbés pour certaines communautés selon justement le pouvoir politique qui leur est accordé dans la société. Puis par pouvoir politique, on parle plus grand que juste la classe politique, mais vraiment leur capacité d'être entendue dans la société. Donc c'est ça. Pour revenir à le cadre que je propose pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'environnement, c'est intersectionnel, c'est que moi, comme moi, que j'aime englober, si on veut, toutes ces violences environnementales-là. Donc, par violence environnementale, on pense au racisme environnemental, les questions de genre, etc. C'est que faut voir que dire que l'environnement, c'est intersectionnel, ça signifie que l'autosuffisance, c'est un droit, une capacité qui a été volé par le système. Et que ce vol-là, c'est un vol volontaire qui se fait par ce que j'appelle l'imposition de parties tierces. Donc, juste pour un peu déconstruire ça rapidement avec vous, puisque là, le temps passe déjà vite. Donc, c'est ça. Ce que je veux dire par l'autosuffisance, c'est un droit humain volé. C'est comme quoi qu'en fait, l'accès à des ressources, l'accès à un environnement non pollué, l'accès à de la nourriture aussi, qu'on peut soi-même décider tous les schémas de production derrière la nourriture qui va être consommée. Ça, ce sont des réflexes qui étaient, j'ai comme juste inné comme terme qui vient à l'esprit, mais disons, c'était des concepts, c'était des schémas qui étaient présents, bien installés dans plusieurs communautés, qui se sont vus arrachés en étant soit eux-mêmes réduits à des ressources ou en se faisant, par exemple, voler leurs terres, etc. Donc, j'aime bien donner comme image pour décrire un peu ce que je veux dire par un retrait de la capacité de l'autosuffisance par l'imposition de parties tierces. On va dire, par exemple, si on prend des exemples de
communautés autochtones qui avaient, qui ont encore leur schéma de production pour se nourrir. Moi, je focalise souvent sur la nourriture parce qu'un enjeu qui m'intéresse beaucoup, c'est la souveraineté alimentaire, mais je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais bref, donc on va dire que si par exemple une communauté, pour se nourrir, leur schéma principal pour se nourrir, leur mode de production principal pour se nourrir, c'est la pêche. Mais qu'ensuite, par le racisme environnemental, on vient imposer un environnement pollué parce que bon, il y a des déchets qui sont placés spécifiquement dans cet endroit-ci, etc. Eh bien, ce mode de vie-là, ce mode de vie-là n'est plus accessible. Et nécessairement, c'est ça qui va venir pousser par les dites parties tierces. Puis, pour encore une fois, juste schématiser qu'est-ce que les parties tierces, ça pourrait être, par exemple, le fait de ne plus avoir accès à la pêche et donc être forcé de faire des épiceries dans des supermarchés à quote-unquote régulières et qui vont être plus chers aussi parce que justement, c'est un enjeu qui est souvent discuté pour plusieurs communautés, comme quoi que ça va être plus cher ce qui est accessible. Mais bref, bon, là, comme je disais, le but, c'était pas nécessairement de pointer une communauté nécessairement, parce que sinon, j'aurais donné plus de détails, mais le but, c'était plutôt de montrer un peu le schéma de qu'est-ce que ça signifie imposer des parties tierces et que c'est ça, que c'est comme ça que ces violences environnementales-là souvent se témoignent. On voit un peu la même chose quand on s'intéresse aux violences par rapport aux questions de genre. Donc, par exemple, souvent des femmes dans leur communauté ont leurs propres moyens pour subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille, mais par les changements climatiques, ces moyens-là ne sont plus accessibles et donc elles se retrouvent forcées à trouver d'autres moyens qui vont avoir un impact sur leurs propres conditions. Donc là, j'ai par exemple le fait de pouvoir avoir accès à de l'eau, tout ça, mais si elles doivent marcher plus longtemps pour avoir accès à cette eau-là. Donc, c'est encore une fois juste pour imaginer un peu qu'est-ce que ça veut dire l'imposition de parties tierces. Puis là, pour vraiment clore rapidement, pour clore, je pense là qu'il me reste comme un petit 2 minutes si je ne m'abuse. Mais c'est ça, pour clore, je pourrais élaborer un peu plus tard si jamais il y a des questions là, sur vraiment mieux élaborer l'imposition de parties tierces. Mais si on s'intéresse encore à ça comme angle d'analyse pour redéfinir, si on veut, qu'est-ce que c'est l'enjeu de l'environnement, eh bien, nécessairement, on se demande tous, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais ben, c'est sûr que moi, je trouve que ce qui est important, c'est de centraliser les questions de souveraineté que ce soit que ce soit des femmes, que ce soit des communautés noires et autochtones, etc. Mais pour parler, je parle un peu ici de l'art. Je voulais, comme vous voyez dans l'image, j'aimerais parler un peu de l'art, pas nécessairement parce que j'invite tout le monde à s'improviser artiste, mais parce que je trouve que l'art a la spécificité d'autant pouvoir être un outil de conscientisation, donc pour rejoindre des gens à travers un langage différent et accessible, mais aussi ça a la capacité ou ça fait partie des médiums qui pourraient avoir la capacité d'également construire concrètement. Donc, tu sais, si je reprends un peu le schéma de l'exposition qui a fait la naissance de l'ECI, ça permet ça aussi, ça permet de pouvoir carrément être dans la réutilisation concrète. Puis, j'aime souvent présenter le déchet comme une construction sociale. Donc, ça permettrait de se sortir de cette notion-là que des éléments sont intrinsèquement des déchets, si on veut. Mais aussi, un dernier point que je voulais dire par rapport à l'art, c'est que je trouve que je pense qu'il y a, tu sais, on parle beaucoup d'éco-anxiété, tout ça, ça peut être très lourd de voir, tu sais, comment répondre collectivement à l'enjeu environnemental. Puis moi, j'aime voir la reconstruction d'un monde plus juste comme un énorme projet d'art et ça me permet, ça me permet d'être moins stressée parce que c'est de le voir vraiment comme quelque chose où est-ce qu'il y a au contraire beaucoup de place parce qu'on peut juste rêver ensemble de quel monde qu'on aimerait voir plutôt que
de stresser là-dessus. Après, il y a un réel stress, là, je ne veux pas non plus romantiser le tout, mais quand vient le moment de se poser sur ces questions-là, je pense que ça, c'est un angle qui, à mon sens, pourrait bénéficier à tous et toutes. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je pense que j'ai fait 20 minutes pile, je ne suis pas trop pire. Fait que voilà. Merci beaucoup, Laure-Denis. C'est vraiment très inspirant comme présentation. J'imagine qu'il y a déjà des questions. Donc, n'hésitez pas à les laisser sur le QR là, en bas de votre écran ou dans les commentaires Facebook. On va y répondre à la fin. Et Laure-Denis sera amenée à vous donner plus d'informations par la suite si vous le souhaitez. Donc maintenant, on va écouter Aiden Cyr. Aiden, c'est un métis de la Rivière-Rouge du Manitoba. Il est assistant de recherche au Sénat du Canada et également militant autochtone. Il a entre autres participé à la COP25 à Madrid avec la Climate Action Cohort. C'est un jeune leader du Indigenous Innovation Initiative qui a contribué à identifier le changement climatique comme un défi majeur pour le bien-être et la santé mentale des peuples autochtones. Par contre, le Canada étant un pays bilingue et Aiden étant anglophone, son allocution va se faire en anglais, mais vous pourrez bénéficier de sous-titres d'ici quelques jours en revisionnant la vidéo sur YouTube si vous ratez des passages. Si vous êtes vraiment allergique à l'anglais, je vous demanderai toutefois un peu de patience parce que notre troisième allocution avec Camille et Amélie se fera en français. Mais donc, pour l'instant, on va écouter Aiden. Donc, Aiden, we are listening to you. Thanks so much, Sadija. I'm just going to share my screen. So today I will be talking about environmental justice and racism, and I'm really glad that Laure-Denis introduced us because she's got some really good points that I think link into my presentation. So just a couple reflection questions to reflect on, which I think Laure-Denis also posed to is it's important to think right now, if you were asked what an environmental issue is to you, what would your response be? It's important to know, who do you think right now is responsible for climate action and what you think the impacts of climate action are for the marginalized. I find that, I guess, through the sort of journey of my experiences that my answers to these questions have changed a gross amount in the last couple of years. So it's an interesting reflection, and we'll come back to this at the very end. So a little bit about me and my background will be first talked about, and then we'll talk about environmental racism in Indigenous context from how I understand it. And then I want to talk about my Students on Ice experience, which was a 2-week expedition that I went on to the Arctic and through Greenland. And then after, I'll talk a little bit about my return to activism and some of the initiatives I did around Indigenous mental health and climate action cohort, and how that ultimately ended up with me going to COP25 and experiencing a lot of the international politics in action. I worked alongside the Seychelles government as well as the climate action cohort. And then there's a couple of thoughts for a pathway forward that I'll talk about towards the end of the presentation. So first, a little bit about me and my background. So I'm a Métis citizen, and I think some people misunderstand this in context. The word Métis means mixed, but the people are much more than that. We are distinct. We have a distinct identity and background, our own language that is not replicable in any sense. And you can see on the side in my picture, there's my Métis vest. So while the Métis started as a people probably around 1600, they've been recognized constitutionally in Canada for only about 100 years as a distinct people. For those who don't know, we'll talk a little bit more about Indigenous people in Canada. I think our education systems do a very poor job at explaining the role and the differences between Indigenous people in Canada, and how it's really important to understand or to even look at an intersectional response or Indigenous response to environmental issues. You kind of have to understand the people a little bit first too. And anyways, so I always introduce myself. It's custom in my culture to introduce who you are and how you relate to the world. So I always introduce myself as a family member. First, I'm the oldest of 5, 4 younger siblings. I'm a partner to my girlfriend, and I'm a student at Concordia studying public affairs and policy studies. And I'm also a researcher at the Senate of Canada. But I think it comes back to activism, whether it's just being born Métis
or the experiences I've had. It all comes back to the sort of world that I want to live in and create, which is activism, and that's how you do it, through activism. So to start, I guess, who are the Métis people and why is it important is probably the most misunderstood group in Canadian history for Indigenous peoples. Not all Canadian Indigenous people are First Nations or Inuit from the far north. The Métis people grew up in an area, if you know Winnipeg in Manitoba, the Métis communities first started out there, and they kind of looked like, if you've seen that picture in the top left corner, they lived in sort of cart villages, and then later on firm and like considerable settlements along the Red River in Manitoba. So the Métis ended up living from Ontario, from the western side of Ontario, all the way through to the eastern side of BC. And today, the Métis homeland is considered largely Saskatchewan, Manitoba, and Alberta. So I am from that Red River territory in Manitoba. So again, just to say that Métis is not being born to an Indigenous parent and a non-Indigenous parent, but is actually having a direct link to the communities, the Métis communities in the Red River area hundreds of years ago. Anyways, so some important distinctions to go through, and then now I think we'll look at how do Indigenous and environmental issues truly intersect with each other. I think it's really important to look at Indigenous issues not just from where Indigenous people look and how they look at the environment, but also some of the recent and past environmental issues, which are also political, social, economic, and colonial issues. So I think that'll be a hammering point for my presentation, is that in Canada, for Indigenous peoples, environmental issues are not a separate thing from political crises, social crises, economic crises, or the colonial history that made these situations happen in the first place. So 3 pictures that some of you folks may already recognize. We have here in the top left corner the Oka crisis that happened just outside of Montreal in 1990. If you don't recall, this was about a local government wanting to create a golf course in traditional Mohawk territory outside of Montreal, and eventually, when the developers refused to not develop the golf course, local police and even military came in with full-on armored vehicles and tanks to break up the protest for people who just wanted their sacred burial grounds to be protected. That was really the first big instance of militant protest against the federal government in modern times, although the protests for Indigenous people are the only way that we've survived since colonization. So it's not the first example. There's 2 other recent examples that you might have heard of in the news that distinctly relate to environmental justice and racism. We have in the bottom left the fishers in Nova Scotia, the Mi'kmaq fishers, and in the top right, the Wet'suwet'en protest. So there's 2 key things here. One, as Lourdes mentioned, food sovereignty is incredibly important. The Mi'kmaq fishers have a constitutional right to fish year-round, and they were being harassed and criminally attacked by local non-Indigenous fishers, and the government, even in light of the criminal activity that was well recorded, refused to comment for far too long. Eventually, it was dealt with, but it should never have been an issue to begin with. And it just goes to show that if Indigenous people aren't protesting or fighting for their lives, then they're going to likely be ignored. So this is an important thing to remember. This happened a couple of months ago. So it's important to keep it in our eyes. Also, the Wet'suwet'en crisis, I'm sure many of you have heard of it. I think this picture really sums a lot out about the crisis. Is again, we have what could have been a resolved process through reconciliation, which is on the barrier that they've constructed, was again ignored traditional consultations and just rubber stamped the energy approval process to go through without true
without true consultation with the community. And then again, in order for these things to be resolved, it seems like all hands on deck, all militancy and political activism for Indigenous people is the only way to defend the bare minimum of their sacred land, water rights, etc. Moving forward, I think that's a good precursor, but I wanted to kind of go into how I came personally to view a lot of these issues. It's well enough to talk about them in history, but also to talk about them and their current stance. And I wouldn't have been able to probably have the sort of perspective I have on climate issues if it wasn't for my Students on Ice expedition. I mentioned it a little bit briefly before, but Students on Ice is a journey that takes 200 international, predominantly Canadian students to the Canadian Arctic and Greenland, where you learn all about climate change and action for those 2 weeks, and you meet local Indigenous communities. Scientists are on board conducting research, and sort of students, in high school can get real hands-on experience. So this wouldn't be possible without that expedition. So I have to mention that experience. Here I have a couple of pictures that I think illustrate sort of the beauty, but also you'll see in a second the really pressing situation that we are in for climate action worldwide, and how Students on Ice kind of really made that come to life for me when I was in present. So hopefully I could share this, because we can't send everybody to the Arctic, but hopefully I can share some of these memories and valuable wisdom. Here is a glacier in the Canadian Arctic that is still well intact. It's considered a healthy glacier, even though if you'll notice at the very top in this main picture, there's black soot and different emissions that have clearly accumulated onto the top. The blacker the tops of those glaciers go, the faster they will melt by sun rays. So it's important as you look at some of these photos to see the darkness of the certain glaciers, and you can tell a healthy glacier by how white it is. So the very top one, so that's a Canadian example. The very top right one is an example of a glacier in Greenland. The picture is usually a little bit zoomed out, and it's quite amazing, but these glaciers are kind of the last defense for the Greenland ice sheet. If this melts, the world will, I think it's to raise up to 8 meters. So it's incredible, probably a doomsday scenario if it melts. Right now it's doing okay, but it's melting far too fast for anybody to note. So there's a little cautious note, and there's kind of a picture of me at the bottom. This is in the summertime, so it's usually a little bit bigger. And then this is me on the other side of other glaciers. So you'll see there's a pretty stark difference in the glaciers, and this is where more and more glaciers are heading. And it's a pretty stark difference. So on the far right is another Arctic example. This is me in Greenland again. So this is walking on to some of the glaciers that we've seen before. And then the other two are actually glaciers in New Zealand. So I got the chance to travel to New Zealand, and this is their large Fox Glacier. You can see that it has pretty much crumbled away completely. This whole area where people are walking in the bottom used to be a full glacier. Now what's left of the glacier is pretty much all covered in human emission. And sort of a big question to ask is, both the Greenlandic Indigenous people and the Southern Maori in New Zealand Indigenous people both have kept care of their environments for time immemorial. And it's only been recent that this black soot has really started to cover these glaciers. And their question is, who's responsible? There's no international governance scheme to address this stuff. So they're trying to figure out how to find solutions to make this not happen, but a lot of the damage and economic catastrophe isn't happening in their backyards to begin with, especially not in Greenland. But all the emissions they get from Europe and from Canada, the USA, and China and Russia all accumulate onto the poles faster than everywhere else. This takes us to this question at the bottom: environmental impact is happening now. Is sort of a key element of my presentation, is that it's not some sort of distant thing that's going on. It is happening now, and here are some real world pictures of what it looks like. And then I think for this least is my picture again. This least, who's the most impacted right now?
we have to think about the people who are on the front line. So I like to think of my experience with the Moosehide Campaign, which is a group of Indigenous men who are standing up to end domestic violence in their communities and violence against Indigenous women and girls. And the question that really came to me and stuck with me for a long time was, how do people in poverty and who are experiencing situations of violence on a daily basis, how do they think about environmental action? So I like to think about it as maybe environmental action is more possible when people aren't living these conditions of violence. How does someone who's being abused every day think about the environmental action? So there's a lot of pressing issues, intersections with this kind of action, which I think institutional racism and systemic racism play a major part in. It's kind of a comprehensive way that we have to look at these problems. So I guess a little bit about the initiative that took me to COP25. I did a community project alongside the Indigenous Innovation Initiative and the Climate Action Cohort. So the Indigenous Innovation Initiative, we'll get into them right here, was a brilliant project that was using Indigenous ideology and cultural tradition guided by elders to connect 3 groups in society over an issue, specifically Indigenous mental health. And the way that we did it was, first there was an initial round where academics were approached to lay out and address what they believed the barriers to Indigenous mental health was, and then service providers, so psychologists, et cetera, social workers were asked what they think the biggest barriers are and the biggest solutions could be. And the third was Indigenous youth. And so what do Indigenous youth feel about the mental health issue? And the reason it connects to climate change is kind of along this sort of everything is connected approach to my presentation, is that we're seeing more and more, especially Indigenous youth, they recognize immediately one of the biggest barriers to their mental well-being is fear and anxiety about the impacts of climate change. So mental health, climate change, violence, they're all connected. And so the challenges that were identified as the most important to address out of this initiative, and this initiative sends their acknowledgements to federal government and universities, anybody trying to make a difference and wants to know what Indigenous youth think. They have this sort of quick summary sheet to know that these are the priorities that 19 Indigenous youth came together, hundreds of academics came together, and service providers all said what they said, and we were able to boil it down into 10 things that need to be addressed immediately. So it's a pretty unique approach to the project, and it was consulting Indigenous people from all around Canada. So there's Métis people like myself, Inuit from the far north, and First Nations from across the country, all together working on it. I won't read through all of these, and you can visit indigenousinnovate.org for more information on how this project came to be. And so this project and the sort of recognition that I got for it ended up allowing me to participate in COP25, which is it's the international meeting of the countries to take on climate action. So it was in Madrid, Spain, and it was last year. It was 2 weeks of intense political activism, workshops, etc. I got the opportunity to share some of my project and work alongside several other students. I think it's important to remember, though, in these political spaces, a lot of people expect a lot of things to come out of there. You have all these world leaders connected in one room talking about climate action. You'd think that a lot is coming out of these discussions. There's literally probably over 500 rooms and meetings going on at one time. And I'll tell you, what's coming out is not necessarily as impactful as you think, although there is some definitely interesting things that are coming out. So I'll bring some of it up here. So first, I wanted to, this is me in the middle here with the Canadian Environment Minister, Jonathan Wilkinson. He was recently appointed at the time, kind of under a bit of skepticism, because before Catherine McKenna, the previous Environment Minister, was a sort of an internationally celebrated environmentalist and was bringing a lot of energy to it. And then
that her replacement was this sort of well-experienced industrialist who had worked in the business sector a lot of his life, but really wanted to get a lot of tangible things on climate done. So I was able to share with him a little bit of my work and talk in a small meeting with other Indigenous and non-Indigenous Canadian youth who really hammered home that Canada's not doing enough about climate action. We need to do more. And he said, yeah, I totally agree. We have a couple of things coming. So still waiting on some of them, but that's the realm of politics. And then I think on the far right is an important thing I got to do. I got to speak in front of a room of other environment ministers about the Students on Ice experience and the importance of the poles, and how somebody like me, a Métis from the prairies where there's no ice, no nothing, just flat wheatland for the most part, came to sort of advocate for the poles and more specifically ocean protection in particular. And so there's one thing on the far left. You might be wondering, what is this Jurassic Park thing that he's got a picture of here? But this is a funny thing. This is the sort of activism side of COP, which is quite effective, versus the sort of political side. This is a scoreboard for that week's worst offenders. So the countries that are considered the worst for climate action in the first 6 days of COP25. So they labeled a couple of countries there and said, you're not doing enough, your government's not doing enough, so we're going to publicly shame you. So there's lots of different techniques of getting attention. Hint, Brazil and Australia, I'm pretty sure, won the rest of the 2 weeks awards every day. So they were the targets that year for activists. There's another important point that I wanted to bring up. When it comes to, the people at the top will deliver the problems, or will deliver the solutions to our problems. Greta Thunberg was at the event, and I heard her speak, and she said that when she was in a room with several political leaders, everybody was telling her, Greta, you're doing such a great job, keep on doing what you're doing. And Greta was like, well, isn't this what I'm here to tell you, to do more? So you're telling me that I can continue what I'm doing, but I'm trying to tell you to do more. So whose responsibility is it to take climate action? And for me, it's the realization of it's our responsibility to create political will to make these changes happen. So sort of the key takeaways to my presentation are a couple of things. The political will, so the Greta lesson. Nothing. Politicians aren't going to save the day, but if the people have a demand or have a specific request, then the politicians will respond. And then there's the sort of big overlying approaches: colonialism, neoliberalism, and capitalism, and how these are exploiting existing inequalities in our society. One great example when I was at COP25 was the debt swap. So BNP Paribas gave, and the French government gave hundreds and hundreds of millions of dollars to the Seychelles to cure their debt if the Seychelles put a large chunk of that money towards environmental protection. So they're not necessary. It's a creative way, a public-private partnership of dealing with this. But it is not necessarily ridding the inequality of the situation. There's still a giver and a taker. The French government and the bank gets to decide how the money is being spent. The Seychelles have to respond, even though if they're happy for the money to be there and to create sort of an eco-tourist society, there's conditions. For example, French tourists will be able to travel to the Seychelles for the time being. There's not going to be more expensive plane tickets to the Seychelles if we give you this money, et cetera, et cetera. So the same industries are kind of continually replicated, and the Seychelles people are not necessarily better off in the long run. Because the debt that they're curing in the first place only happened because all their wealth was extracted from the French government in the first place. And then I guess the last point is, so climate action is a lot of things. It's not just reducing carbon emissions, it's also adaptation and mitigation. So I think about the Hurricane Dorian and the sort of impact that it had on the Bahamas in particular, and now at COP, they were asking for money. That climate action is not necessarily money to cure the CO2 emissions in the atmosphere. They wanted money to adapt to the frequency of tropical storms
and hurricanes that are going to hit the Bahamas in the future, which they already don't have enough money to deal with. So I guess that first question about what does environmental issues mean to you, maybe reflect on some other things that it could mean, that environmental issues are where capital is concentrated. Environmental issues are Indigenous issues, are Black issues. Environmental issues are recovering from tropical storms. They're energy issues, and there are a whole wide variety of issues. So thanks for listening to my presentation. Thank you very much, Aiden. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Camille Amélie Caudiège-Lévesque. Donc, Camille Amélie est une militante de la coalition Fjord Saguenay, qui est un regroupement citoyen qui lutte pour la protection de l'équilibre écologique du fjord du Saguenay sur le territoire inou non cédé du Nitassinan, dans la région administrative du Saguenay au Québec. Donc, la coalition Fjord se mobilise notamment contre le projet GNL Gazoduc, qui est un projet gazier qui achemine du gaz de fracturation sur presque 800 km aux abords du fjord, par méthanier vers les marchés européens et asiatiques. Elle a également été conseillère en égalité femmes-hommes au Sénégal au service d'un projet d'adaptation au changement climatique réalisé dans... Merci de nous faire partager tes expériences, Camille. La parole est à toi. Bonsoir, en fait, je suis contente de faire partie du panel avec vous, puis aussi j'espère que tout va bien pour tout le monde qui nous écoute. Salam alaikum, il y a aussi quelqu'un que je voyais qui était depuis Dakar, donc justement j'ai été au Sénégal. Donc pour le plan de la présentation, un peu au sujet de la thématique de la justice environnementale et raciale, je comptais me présenter, faire un topo d'abord pour parler de mon expérience en coopération internationale. Aborder un peu l'enjeu de la coopération en fait par rapport à la justice raciale et environnementale. Donc c'est super en fait que Lourdeni et Eden soient passés un peu avant moi pour démystifier ces morceaux-là parce que justement c'est la construction sur l'intersectionnalité. Puis en fait Eden a quand même bien mis la table en fait pour les enjeux globaux puis comment ça affecte les populations qui sont plus vulnérables. Ensuite je voulais parler de la coalition Fjord, en fait, donc parler un peu, nous présenter. Puis le projet GNL Gazoduc, qui est le projet industriel contre lequel je milite. Je milite pour la protection du fjord. Et ensuite, c'est ça, parler finalement des enjeux et défis des luttes. Et voilà. Donc pour me présenter, c'est ça. Grosso modo, moi j'ai un certificat en coopération internationale. Je suis en train d'en compléter un en sociologie, puis sinon j'ai quand même un pied dans la porte du milieu culturel au Saguenay depuis un certain moment, depuis mon cégep. J'ai aussi plusieurs engagements militants. C'est ça, notamment entre autres le féminisme et les luttes environnementales. Puis justement, en coopération internationale, lorsque j'ai étudié, j'ai eu la chance de faire un stage de 2 mois au Sénégal. C'était en 2018 et puis le projet vraiment c'était de constituer le récit de vie d'une agente de développement local. Donc elle, c'est son terroir et puis c'est une Sénégalaise qui est super engagée puis qui mène des actions justement avec des ONG pour faire en sorte que les populations puissent avoir en fait de meilleurs outils pour lutter entre autres contre les changements climatiques. Et là, j'ai eu la chance d'y retourner l'année d'après pour un stage PSCJ de 6 mois. Le stage PSCJ, c'est offert par Affaires mondiales Canada. Puis, c'est un programme de stages internationaux pour jeunes. Et j'ai été conseillère égalité homme-femme sur un projet qui s'appelait comme le PCCI en plus petit, mais sinon, c'était comme un projet d'adaptation au changement climatique dans 3 communautés insulaires du Sénégal. Donc, c'est Bassoul, Bassar et Tialan. Qui sont dans le delta du Saloum, qui est vraiment comme une région du Sénégal qui est magnifique, qui est super bâtie avec les mangroves. Puis le delta du Saloum abrite justement un parc national. Et puis, c'est ça, le projet en tant que tel, c'est en fait que ces communautés-là vivent de la salinisation des terres et puis de l'érosion. Et puis, il y avait aussi l'enjeu de la déforestation. Donc, c'était de pouvoir soutenir les unions locales de femmes qui, elles, sont transformatrices de produits halieutiques. Les hommes vont pêcher, leur ramènent des poissons. Elles vont faire ce qu'on appelle du ketchup, qui est du poisson séché braisé. Et puis, elles vont faire aussi la collecte de coquillages, puis elles vont faire la revente de ça. Donc, c'est aussi comme une façon des activités génératrices de revenus, mais c'est aussi une alimentation de subsistance.
Puis, elles vont également mener le reboisement. Donc, la photo que vous voyez là, c'est en fait dans la salle de réunion de l'Union locale des femmes de Tialan. C'est bordé de photos partout. Puis, entre autres, ben, ça, on voit comme sur leur engagement envers le reboisement qu'ils font depuis des années. Parce qu'en fait, c'est depuis les années 80 que graduellement, les terres se sont salinisées et puis que finalement, ben, les communautés ont perdu leur rizière. Donc, elles sont devenues dépendantes, entre autres, de l'alimentation, du riz thaïlandais qu'il a fallu faire importer. Donc, je pense que tout à l'heure, il y avait Lozeni qui parlait du racisme environnemental. Elle donnait la définition, ça en est un bon exemple aussi, que finalement, ben, les changements climatiques impactent ces communautés-là. Justement, pour embarquer un peu plus dans le sujet, la coopération internationale, des fois, la ligne est très mince avec le colonialisme. Laetitia en a parlé un peu tout à l'heure dans son introduction. Puis, il y a eu justement des nouvelles qui ont brassé en 2020 par rapport à la WWF. Donc, tout ce qui est la protection de l'environnement, comment est-ce que ça peut à la fois servir de véhicule pour le colonialisme, pour des pratiques qui demeurent encore profondément racistes. Donc, je n'ai pas lu encore le livre de l'inventation du colonialisme vert. Par contre, justement, ce sont des critiques qui sont super valides à faire sur la coopération internationale. Puis, il y a beaucoup... Moi, c'est un domaine dans lequel j'aimerais travailler comme futur professionnel, mais en même temps, c'est aussi toujours empreint de questionnements éthiques. Et puis, justement, souvent, l'angle mort, en fait, c'est qu'il faut avoir un angle comme intersectionnel, donc pouvoir voir le plus possible qu'est-ce qui reste comme enjeu et non pas voir une chose sur un seul aspect. Moi, j'ai été en fait accueillie par l'organisme qui s'appelle Nebedai. Donc, c'est ça. En fait, j'ai été envoyée par un organisme de coopération québécois qui s'appelle le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils m'ont envoyée chez Nebedai. Et puis, c'est un organisme, en fait, c'est une association sénégalaise de protection de l'environnement. Leur slogan, c'est le développement au cœur de l'environnement. L'environnement au cœur du développement, plutôt. Puis, justement, je pense que c'est les avoir côtoyés, avoir suivi des formations qu'ils ont suivies. Finalement, je pense que les clés pour éviter quand même les pièges de la coopération internationale quand on tombe comme dans le colonialisme ou justement le racisme, c'est sûr que c'est d'avoir le plus possible une approche participative. C'est la valorisation des savoir-faire traditionnels pour la conservation de la ressource. Donc, sur la fin de mon stage dans une mission, on faisait justement le répertoire des sarrés. Ce sont les vasières, en fait, où les femmes vont cueillir le coquillage. Et puis là, il y a comme toute la question de, bon, ben, est-ce qu'on fait des choses en jachère et tout? Puis finalement, ben, avec Nebedai, en fait, ils voient aussi qu'est-ce que faisaient les populations, puis quelles sont les pratiques, justement, qu'ils faisaient, qui étaient certainement peut-être meilleures que ce qui est proposé. Donc, c'est aussi d'essayer de voir... s'il peut, en fait, favoriser l'accessibilité aux technologies, des connaissances et des savoir-faire. On Nebedai font aussi du bio-charbon avec de la paille. Donc, c'est pour remplacer le charbon de bois qui est énormément utilisé en cuisine. Et c'est ça, en fait, le charbon de bois va contribuer beaucoup à la déforestation du Sénégal. Donc, Nebedai va valoriser, en fait, une technique de biocharbon. Donc, ils vont encourager les gens à aller couper la paille, en fait, dans la brousse, qui de toute façon, quand elle sèche, elle est propice pour les feux de forêt. Donc, c'est ça. Et ça permet en fait de faire un biocharbon qui, d'une part, évite un peu les feux de forêt et d'autre part, crée des activités génératrices de revenus qui, elles, le biocharbon, le produit, en fait, empêche les gens d'aller déforester davantage parce que pour faire 1 kilo de charbon de bois au Sénégal, il faut 5 kilos de bois. Donc, finalement, le Sénégal a perdu la moitié de ses forêts comme en l'espace depuis les années 60. Puis évidemment, c'est la prise en compte des réalités locales, donc justement de ce besoin-là de se sortir de la pauvreté, de pouvoir avoir, parce que c'est ça, les communautés insulaires dans lesquelles j'étais, c'est sûr que puisqu'elles sont isolées, c'est difficile justement d'en sortir, et puis si leur économie de subsistance s'est comme écroulée, étant donné la salinisation des terres, nécessairement, ça soulève comme tous les coûts de carburant pour les moteurs, pour pouvoir quitter les îles. C'est 3 heures de pirogue quand même.
Et puis justement, tous ces entreprises-là que les femmes vont faire, les microcrédits, tout ça, mais finalement, pour que leurs produits puissent s'écouler, il y a comme toute une question, en fait, d'électrification, de transport. Et puis, c'est ça. Donc, nécessairement, les réalités sont beaucoup plus larges. Puis moi, justement, comme étant donné que le Canada a une politique d'aide internationale féministe, je devais arriver avec un peu cet angle-là sur les enjeux, mais ce n'était pas les priorités nécessairement dans les îles. Donc, j'avais à composer aussi avec ça. Parce que les femmes, finalement, me disaient, nous, on veut en fait avoir des frigos, pas discuter avec toi comme des enjeux de relations entre les hommes et les femmes. Voilà. Puis maintenant, si on arrive plus au Saguenay, en fait, dans ma région natale, avec le territoire du Nitassinan et tout. Donc, la Coalition Fjord, on l'a formée en 2018. C'est un regroupement citoyen qui milite en fait pour la protection du fjord, parce que le fjord en fait est entre autres menacé par des projets industriels, puis justement on essaie de s'incarner dans une volonté de transition, puis d'essayer de proposer des alternatives. Mais en fait, c'est surtout un rôle d'opposition qu'on a. Et puis justement, il y avait des collectifs citoyens locaux dans des villages qui s'étaient formés déjà. Donc finalement, c'est pour ça qu'on est une coalition. C'est 6 collectifs citoyens sur le territoire du Saguenay, une centaine de bénévoles, des milliers de sympathisants, puis on a un comité de coordination qui va fluctuer entre, je sais pas, 6 et 10 personnes. Puis en fait, maintenant avec du recul, on voit aussi qu'en 2018, ça a quand même été une année charnière. Il y a eu le rapport du GIEC qui a été publié. Puis il y avait tout ce mouvement-là avec Greta Thunberg. Puis justement, il y avait beaucoup, je pense que 2018 a été une année quand même très importante pour le militantisme climatique, pour la justice environnementale. Je vais passer rapidement sur nos actions réalisées, mais bref, c'est sûr que c'est la participation au processus d'évaluation des projets. C'est des prises de position, des sorties médiatiques. On a sorti d'ailleurs une pétition dès le printemps 2019 et puis là, on l'a déposée en décembre avec plusieurs regroupements écologistes, donc, ce qui cumulait à ce moment-là en décembre plus de 110 000 signatures. On va avoir fait des manifestations, on va avoir fait des assemblées citoyennes, des ateliers d'écriture pour favoriser la participation citoyenne au processus d'évaluation du projet, toutes sortes de conférences. Donc, voilà. Puis justement, comme les projets, donc pour vous expliquer rapidement, il y a comme 3 projets qui arrivent en même temps, exactement un peu dans la même zone sur le fjord du Saguenay. Et puis dans le fjord du Saguenay, en fait, sur une partie, il y a un parc marin, une aire protégée. Sauf que juste à la limite de cette aire-là protégée, au moment où ce n'est plus protégé, il y a ces 3 projets-là qui arrivent. Il y a 2 minières, en fait, donc une pour Ariane Phosphate, c'est du phosphate. Et puis l'idée, c'est de l'acheminer puis de construire un 3e port sur la rive nord du Saguenay. Ensuite, il y a Métaux Black Rock, qui est une minière, en fait, pour du ferro-vanadium, qui serait aussi acheminé jusqu'à la baie pour une fonderie. Puis en fait, il y a le projet GNL Gazoduc dont on parle beaucoup. On en parle beaucoup en fait parce que les consultations se passent maintenant. Donc, tandis que les autres projets, Ariane Phosphate, Métaux Black Rock, les consultations ont déjà eu lieu. Cependant, c'est sûr que ces 3 projets-là ont des impacts énormes, surtout sur en fait, l'écosystème maritime du Saguenay, parce que finalement, c'est des impacts cumulatifs. Puis pour parler du projet GNL Gazoduc principalement, il se divise en 2. Donc en fait, c'est les mêmes investisseurs, c'est la même compagnie si on veut, mais finalement, c'est comme 2 compagnies écrans qui ont été fondées. Donc GNL Québec qui va comme produire l'usine Énergie Saguenay, et puis Gazoduc qui est la compagnie qui fait le gazoduc avec un C, donc le pipeline, qui va acheminer le gaz. Et puis en fait, c'est ça, le projet GNL Gazoduc, en fait, ça commence par du gaz de fracturation en Alberta. C'est du méthane. Et la fracturation, c'est vraiment un procédé qui a des dommages énormes sur l'environnement. C'est un pipeline, en fait. D'abord, ce gaz va être acheminé sur des réseaux déjà existants. Mais ensuite, c'est la construction d'un pipeline de 782 km entre l'Ontario et le Saguenay. Puis, évidemment, c'est de la déforestation. C'est 73%
La surface du pipeline, c'est 73% comme en milieu forestier. Puis, donc, c'est de la déforestation, je pense que c'est 40 km de large, en fait. Pour acheminer du gaz, il y a toujours le risque de fuite. Ensuite, à cette usine-là qui va être construite, et le terminal méthanier. Et c'est du transport maritime, en fait, par énorme méthanier. C'est 300 mètres de long comme méthanier qui vont cumuler, en fait, comme 300, qui pourraient cumuler comme 300 à 400 passages par année. Et puis, c'est destiné en fait, au marché européen et asiatique. Et entre autres, c'est tout un enjeu géopolitique parce qu'en fait, c'est pour... on sait que l'Europe, par exemple, son gaz naturel provient beaucoup de la Russie. Donc, c'est aussi un enjeu politique pour l'Europe, entre autres, de pouvoir se détacher un peu comme du monopole russe. Et puis, c'est sûr que c'est comme, finalement, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est comme dans notre région ici, un des gros discours, c'est la création de l'emploi. Mais finalement, c'est tout petit comme enjeu parce qu'en fait, il y a tout cet enjeu géopolitique-là. Puis en fait, c'est du greenwashing. Donc, c'est de verdir un projet de gaz, ça reste une énergie fossile, mais c'est de dire que ça va être une énergie propre qui va remplacer le charbon, tandis que c'est totalement faux parce que avec les fuites avec la fracturation, les fuites sur le gazoduc et puis la consommation, au final, les émissions de CO2 sont en fait ça s'annule en fait avec le charbon. Puis au total, si on regarde l'ensemble du cycle de vie du projet, c'est-à-dire comme de sa production à sa consommation, donc on compte autour de 50 mégatonnes de CO2, ce qui est l'équivalent de 10 millions de voitures ou de 60% des GES actuels du Québec. Donc, c'est vraiment énorme. Puis, c'est pas un bon projet. Puis, aussi sur, comme je disais tout à l'heure, les impacts sur la biodiversité, sur le fjord également. Parce qu'il y a des Belgas qui viennent aussi dans le fjord. Mais pour revenir à notre thématique, qui est vraiment sur un aspect de la justice raciale et environnementale, c'est aussi que le tracé du gazoduc passe en fait sur le territoire de 3 communautés. Donc, c'est les Anishinaabe, les Atikamekw et les Inuits. Et puis, en fait, c'est ça, les Inuits, en fait, c'est aussi le Nitassinan, qui est vraiment un territoire non cédé. Je vous amène dans une carte ici parce que l'année dernière, Eden l'a mis dans sa présentation, justement. L'année dernière, à ce temps-là, au mois de février, il y avait des blocages partout au Canada. Puis c'était parce que justement, il y a un projet super similaire à GNL Québec Gazoduc qui se passe en Colombie-Britannique, qui est le projet Coastal GasLink ou GNL Canada. Puis en fait, c'est ça, c'est le même processus. Donc, c'est un pipeline pour acheminer du gaz, soi-disant naturel, issu de fracturation, pour finalement le mettre dans un port méthanier pour l'acheminer vers les marchés extérieurs. Puis les deux ports méthaniers, ça serait aussi comme dans des lieux de biodiversité incroyables. Et ça passe les deux sur des terres autochtones qui n'ont pas été cédées. Donc, quand j'ai vu l'année dernière, en fait, qu'est-ce qui se passait avec les Wet'suwet'en, puis que j'ai comme creusé, puis j'ai vu ça, en fait, puis qu'il y a ce reportage-là de Radio-Canada qui montrait la carte. Moi, avec cette carte, ça me soufflait parce qu'en fait, on voit vraiment à quel point ça peut être un enjeu géopolitique, étant donné que les deux territoires, en fait, ce sont comme les accès maritimes du Canada. Donc, d'une certaine façon, c'est totalement incroyable parce que c'est ça, il y a vraiment des enjeux super profonds qui se passent. Puis c'est que d'une certaine façon aussi, cette ère-là, mais ça montre que tant et aussi longtemps que le gouvernement du Canada, en fait, que globalement, on va prioriser une économie capitaliste extractiviste. C'est-à-dire que on va continuer, en fait, de bafouer les droits ancestraux, territoriaux, politiques, humains, la santé, les communautés autochtones. Donc, c'est ça. Et puis, justement, il y a des mobilisations qui se font quand même depuis un certain temps des deux côtés. Puis, ça amène, en fait, à le dernier morceau, en fait, de ma présentation, qui est un peu les enjeux et défis des luttes
On est bien petit, en fait, comme militants, lorsqu'on se bat contre des compagnies extractivistes qui ont d'énormes investissements. Le projet LNG Canada, en fait, on dit que c'est comme le plus gros investissement privé au Canada. Même chose qu'on dit pour GNL Québec, ça serait le plus gros investissement privé au Québec. Puis en fait, avec ces ressources financières-là, ces compagnies-là, ces investisseurs qui d'ailleurs sont situés dans des paradis fiscaux, en fait, ils peuvent engager des firmes de relations publiques, de marketing, ils ont leur image, ils ont des gens employés, salariés qui dédient leur temps à faire avancer ce projet-là. Ils ont des lobbyistes aussi pour faire la pression sur les différents niveaux, les différentes échelles politiques, qu'elles soient municipales, qu'elles soient provinciales ou fédérales. Et puis, en fait, c'est un accès privilégié ainsi au poste de pouvoir, en fait, au lieu de décision politique, puis aussi aux médias, versus les citoyens ou les citoyennes, ou même comme les communautés, où est-ce que finalement, souvent, on a des ressources financières limitées, en fait, on compte sur notre temps personnel ou sur notre compétence personnelle ou sur nos réseaux de relations, les gens qu'on connaît, qu'on peut comme mettre à profit. Les pouvoirs, en fait, sont vraiment inégaux. Sauf que c'est ça la game, il faut réussir à les accoter. En fait, il faut produire, moi, en fait, je m'occupais beaucoup du graphisme, entre autres à la coalition FICOR. Et puis, je dois essayer d'avoir un niveau de professionnalisme sur le visuel qui va à côté celui d'une compagnie pour avoir notre place dans l'espace médiatique. Dans ce moment-là, en fait, le risque, en fait, c'est qu'on se met à réfléchir en termes de plan de communication, de plan d'action, de ligne de com, puis ça devient vraiment comme super prenant. Mais le risque, en fait, c'est que finalement, puis il y a aussi tous les enjeux de mobilisation. Donc, c'est comme pouvoir avoir une base militante qui va être là, comme le partage d'informations, tout ça. Puis c'est de lutter aussi contre beaucoup de désinformation, puis juste le temps qu'il faut mettre pour essayer d'approfondir des sujets comme, en fait, c'est pas tout le monde dans nos militants qui vont être des ingénieurs. Donc, c'est énormément de compétences, en fait, qu'il faut comme développer. Et puis, de maintenir un peu cette game-là, ça fait en sorte que, d'une certaine façon, il faut se professionnaliser. Les commissions se professionnalisent, on agit dans l'urgence, c'est une course contre la montre, c'est une game médiatique. Donc, puis on utilise les mêmes codes, les mêmes techniques. C'est facile de passer aussi à côté d'un aspect, en fait, de ne pas oublier, en fait, qu'il faut décoloniser la lutte. Donc, ça, c'est facile aussi de comme passer à côté. Puis, en fait, c'est comme... Ben, c'est ça, c'est un peu comme l'intersectionnalité. Si on se concentre trop sur une chose, en fait, c'est ça, l'intersectionnalité, il faut l'appliquer à chaque instant dans notre lutte. Puis, c'est la même chose, c'est un peu comme, parce que moi, je fais le parallèle un peu comme ça, c'est la même chose pour moi, comme dans ma vie plus professionnelle pour la coopération internationale. Finalement, c'est des questionnements qu'il faut maintenir à chaque instant. Hier, il y avait un super panel, en fait, auquel mon collègue de la Coalition FIOR, Adrien, participait, et aussi d'autres militants. Il y avait Robert Michaud, qui est un scientifique qui, en fait, travaille sur la protection des belugas. Il y a Michael Paul, qui était du collectif Mash-Assi, qui est vraiment justement le collectif des Inuits qui lutte pour les territoires ancestraux du Nitassinan. Et puis en fait, la conclusion un peu de leur panel, je vais comme un peu la récupérer ici, c'était que une des façons en fait de ne pas perdre de vue cet enjeu-là de décolonisation, c'est sûr que c'est aussi de maintenir ce lien-là avec le vivant, avec la nature. Donc, c'est le côté émotif, il faut aller chercher, puis comme finalement, c'est de s'allier sur qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on a envie de protéger parce qu'on aime ces milieux-là. Puis ça commence par là, ça commence par la discussion, par la rencontre, par l'apprentissage. C'est un travail constant. Et puis, c'est justement de faire en sorte que nos luttes deviennent fécondes. Donc, je vous laisse avec l'ensemble un peu des ressources de la coalition FIOR, aussi comme je vous invite à aller voir le site web de Nevada, parce que c'est vraiment comme des gens que j'aime d'amour. Le collectif aussi Mash-Assi, puis Save Grief Mountains, c'est plus un clin d'œil aussi parce que
j'ai oublié comme un peu d'en parler plus dans la partie sur la coopération internationale, mais finalement, c'est souvent des problèmes, en fait, de fausses bonnes solutions. Donc, un peu comme le greenwashing de GNL Québec. Finalement, c'est Blue Mountain, c'est qu'en Grèce, en ce moment, j'ai des amis qui se battent contre des parcs éoliens. Donc, on se dit, on mise tout sur les énergies vertes, mais finalement, il y a des parcs nationaux au complet qui sont, on fait sauter les montagnes pour installer des éoliennes. Donc, finalement, aussi, c'est toujours aussi de garder en vue que, une certaine critique, de voir aussi que, il n'y a pas de solutions qui vont fonctionner partout de façon unilatérale. Puis, c'est ça. Donc, pour le Canada, je pense que si on voit que le même projet est vécu en Colombie-Britannique au Québec, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles, mais ce n'est pas nécessairement non plus les mêmes solutions qui se passent dans les pays du Nord qu'il faut appliquer au Sud. La Grèce étant un pays entre les deux. Bref, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Camille Amélie, c'était vraiment très intéressant. Merci à nos 3 intervenants qui ont adressé un panorama vraiment diversifié des liens entre injustice raciale et environnementale selon des perspectives différentes. Donc j'espère que leurs expériences vous ont semblé inspirantes. Puis on va maintenant ouvrir un peu la discussion, le débat. Sabrina, je crois qu'il y a déjà pas mal de questions et commentaires de la part des participants. Je vais te laisser prendre le relais du coup pour animer la discussion. Super, merci Laetitia, merci Camille, Amélie, merci Laure-Denis, merci Aiden pour ces présentations captivantes. Vous avez déjà suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Donc, je vais y aller en vous partageant les questions que je vois dans le Q&A. Juste pour préciser aux participants, je ne les partage pas par préférence ou par ordre de préférence ou par ordre d'importance subjectif. C'est juste comme ça me vient devant les yeux. Donc, il y a une question qui est arrivée, Lourdeni, il me semble, après ta présentation, d'Emmanuel Gilbert, qui te demandait par quel type d'art peut-on avoir un impact sur la prise de conscience sur la justice raciale et environnementale? Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant comme question parce que, je suis tentée de dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse dans le sens où je pense que chaque médium point, mais chaque médium artistique peut avoir un impact en soi. Mais j'aimerais rebondir sur cette question-là pour dire que ce qui m'attire de la question artistique, puis encore une fois, les arts, en fait, c'est ça, ça va pouvoir, je vais lier les 2 points que j'essaie de dire ensemble, c'est que c'est au-delà du fait de l'art intrinsèquement. Donc, par exemple, parce que je suis très consciente que c'est pas nécessairement tout le monde que ça peut rejoindre comme médium et c'est très, très correct. Mais ce que j'aime beaucoup de l'art, c'est pour un peu lier avec ce que Aiden avait présenté plus tôt, c'est qu'il y a vraiment un rythme très lent, pour le dire, pour le dire vraiment, pour vraiment vulgariser, dans les structures. Et donc, ce que j'aime de l'idée de l'art, donc, encore une fois, je distingue art versus l'idée de l'art, c'est que c'est un médium qui permet de voyager en dehors de ça et qui a son propre rythme, puis qui peut un peu participer à cette importance de l'urgence dont Camille a parlé également. Puis l'art n'a pas les mêmes limites. Puis tu sais, je trouvais ça intéressant de rebondir sur, tu sais, quand je nommais comme quoi que les déchets, c'est en quelque sorte une construction sociale. Je trouve que les arts peuvent activement, les arts comme d'autres médiums similaires qui sortent des structures qui sont plutôt informelles, peuvent activement répondre aux problèmes causés par la dite construction des déchets. Et cette construction-là, je trouve qu'elle est intimement liée à toutes les questions de colonialisme, de capitalisme qui ont été présentées aussi par les autres panélistes. Donc,
pour cette partie-là, peut-être si j'avais à répondre à un type d'art, je pense que ce serait peut-être plus la question des arts visuels qui peuvent concrètement réutiliser des matières récupérées. Mais pour la partie de conscientisation, je pense vraiment pas qu'il y a de limite. Merci Laure-Denis. Je vois une question de Johanna Sereda qui était adressée à Aiden, mais encore une fois, j'encourage les panélistes à partager leurs opinions ou leurs avis s'ils en ont. Do you think that the empty chair syndrome might be the reason why the politics is slow on those critical subjects, economical, environmental, social, and cultural development? As a young activist man, do you think the awareness of the young generation, as in the preschools, schools, etc., could be a future solution for more actions about racism/environment? Yeah, sure. I think the empty chair syndrome is an interesting way of looking at it for sure. For those who don't know what that means or what it refers to is there's nobody governing in the chair. You know, there's no one person pulling the strings, and really it's an empty chair. And by expecting things to happen, at least in my understanding, nothing is happening. And I guess to an extent, yeah, you know, in a democracy, or we are the ones who decide. Public opinion has an impact on leadership. Other things do too, but public opinion does for sure influence politics. And right now, there's still a lot of people who don't see the environment or racism or these issues as systemic. They might think of them as direct and, you know, isolated instances. So that educational gap is something that for sure needs to be explored. However, I do caution, I guess, the capacity to just put education forward as the only solution is limiting, in the sense that governments around the world are increasingly strapped for money. And it seems like, you know, but public schools in particular have a lot on their plate already and less money to deal with it. So my question is a lot about, you know, I guess, taxing the rich and taxing the businesses who seem to get away with concentrating a lot of capital and free up more money for governments to do the things that people actually want them to do. And totally, other panelists, feel free to answer as well. Further intervention on that question, okay, and I can move on to the next one. Okay. So there's a question, question pour Camille. Quelles seraient les alternatives au gazoduc afin d'assouvir les besoins nationaux et internationaux? Bon, c'est-à-dire que ça dépend. Parce que, en fait, ici dans la région, comment est-ce que l'entreprise a présenté les choses, c'est vraiment comme la création d'emplois. Mais le gaz, en fait, il vient pas, c'est pas pour nous. Le gaz, en fait, est vraiment dédié pour l'exportation en Asie et c'est ça. Donc, probablement pour la Chine, mais c'est déjà l'entreprise n'a aucun contrat signé, donc il n'y a rien qui prouve que véritablement le gaz pourrait remplacer le charbon dans les pays qu'elle vise. Après, moi, je pense que nécessairement qu'on parle d'énergie, je pense que la solution, c'est vraiment de localiser l'énergie. Donc, c'est comme on ne devrait pas exporter du gaz et du pétrole. C'est comme il faut compter sur nos ressources, je pense, parce que déjà, le tracé est énorme. Pour l'Europe, OK, on passe par l'Atlantique, mais pour le marché asiatique, la compagnie devrait prendre des méthaniers, les faire passer par le canal de Panama, traverser l'océan Pacifique et aller vendre ça en Chine. Et puis, c'est ça, il n'y a rien qui prouve en fait que ça va être ça. Je sais pas, pour le marché européen, c'est comme, je connais pas justement la situation nationale de chaque pays qui est visé peut-être par GNL, mais ce qu'on comprenait pendant le BAP, c'est que d'une certaine façon, c'est vraiment présenté comme une énergie de transition. Puis en fait, quand on regarde comme les réserves de gaz, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années, le marché, à quoi ça ressemble, c'est vraiment rendu en fait comme une énergie de transition qui peut durer 25 ans. Donc en fait, c'est seulement
une façon, en fait, d'éviter d'aller directement aux énergies fossiles. C'est comme une façon qu'a l'industrie de pouvoir comme, continuer de faire des profits malgré qu'il y a d'autres solutions qui pourraient être accessibles. Donc, c'est une fausse solution, c'est vraiment un genre de piège, en fait, c'est un détour. C'est vraiment pour éviter d'aller dans le truc le plus concret et peut-être, en fait, qui demande le plus d'ambition, de courage. Puis en fait, ici dans la région, sinon, ben, tu sais, comme le Québec, c'est sûr que bon, le territoire comme, a beaucoup de ressources naturelles avec les barrages hydroélectriques, c'est vraiment comme une énergie propre qu'on a, ben, propre en guillemets, c'est vraiment c'est très discutable compte tenu quand même des impacts qu'il va y avoir sur les écosystèmes avec les barrages. Puis justement, toute la question raciale aussi, comme disons, la justice avec comme je disais, les territoires non cédés, puis justement tout ce qui est de la négociation, en fait, des redevances pour les communautés des premiers peuples. Mais du moins pour la région comme genre ma ville, Saguenay, en fait, on est vraiment comme dans une situation de pénurie de gens pour travailler et non pas de job. Donc, c'est comme un faux problème et c'est vraiment sur cet argument-là que la compagnie va taper parce que ça parle aux gens, des gens qui vont avoir vécu des fermetures d'usines et ça va vraiment chercher leur corps sensible à ce niveau-là, même si c'est totalement déconnecté de la réalité, même si en fait les projets industriels vont avoir un impact économique désastreux sur comme, tout ce qui est l'économie de plein air, puis l'économie du tourisme, comme justement de plein air et d'aventure. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on regarde seulement sur un aspect économique, puis c'est l'argument principal qui va être le moteur de ça, mais ni en termes d'énergie pour la région, ni en termes d'emploi, on est dans ce besoin-là. Et pour le reste du monde, ben, c'est aussi comme des fausses solutions, surtout que c'est comme la Chine, en fait, on voit qu'elle est en croissance constamment. La Chine aussi fait du colonialisme en Afrique également. Donc, il n'y a rien qui prouve nécessairement que c'est pas comme juste un ajout d'une autre source d'énergie fossile plutôt que le remplacement véritablement du charbon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou s'il y a quelqu'un qui voulait répondre là-dessus. En fait, tu as une question qui va dans la même veine, Camille. Alors, Camille, Amélie, il y a une question qui dit pour Camille, un peu dans la même idée que la question précédente, avez-vous des contacts avec les régions productrices de gaz naturel pour pousser les choses vers des solutions de reconversion des régions traditionnellement productrices? C'est une question intéressante, puis c'est sûr que dans l'idéal des mondes, on aimerait ça, mais en même temps, c'est ça la coalition Fjord, on est petit quand même, c'est un regroupement citoyen. C'est vraiment comme localisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré qu'on va, on va comme quand même se concerter avec les joueurs comme plus à l'échelle nationale aussi. Mais pour le moment, on n'a pas ces contacts-là nécessairement. Puis comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup comme notre propre chemin aussi dans cette professionnalisation-là de citoyens qui sont comme d'abord inquiets parce qu'ils voient des projets industriels arriver, puis que finalement, ben, il faut comme devenir l'opposant, se professionnaliser là-dedans. Donc, pour le moment, je ne pense pas qu'on a encore de contact dans les régions productrices de gaz naturel. On commence à faire des ponts peut-être avec justement des gens qui, comme Akitimat autour, qui sont prises aussi avec le Coastal GasLink et le projet LNG Canada, comme on veut les faire, ces ponts-là maintenant, puis on commence à avoir des contacts, mais on n'est pas là encore, puis c'est ça, c'est vraiment, on est un regroupement citoyen, c'est ça, qui, je pense qu'on réussit quand même à bouger les choses à l'échelle nationale. Toutefois, c'est ça, c'est comme on a des petites assemblées de mobilisation, du moins c'est ce qu'on avait avant la COVID. C'est vraiment comme l'aspect très communautaire. En fait, cet été, on a fait, l'été dernier, 2020, on a fait des assemblées de jardins en distanciation sociale dans les différents villages. Puis c'était super chouette, mais c'est vraiment les préoccupations très locales aussi, comme quel va être l'impact en fait, du transport maritime sur l'économie de Tadoussac, par exemple, puis les belugas. Ça va être vraiment ces aspects-là, surtout.
Merci beaucoup, Camille. Alors, il y a une question qui est adressée à tout le monde. So that's for everyone. La question, c'est: avez-vous des exemples de combats environnementaux remportés par des activistes au Canada? Oui, ben, excusez, j'ai comme eu une petite panique. Mon écran a shutdown, je sais pas pourquoi. Mais ça va, je suis là. Oui, ben c'est ça. Instinctivement, tu sais, j'ai vraiment essayé d'y penser parce que, bon, j'avoue, ces temps-ci, je suis plus dans connecter, des réflexions pour connecter le plus d'enjeux possible. Fait que là, c'est comme, je trouvais juste des problèmes plutôt que comme des victoires. Ce que je trouvais très dommage. Mais j'ai, je me suis souvenue de, puis bon, je sais pas si non plus Aiden voulait le nommer, là, mais puis aussi s'il y a des nuances à poser, tu me diras, là, mais récemment, après justement la situation qui a présenté des Mi'kmaq en Nova Scotia, tu sais, il y a euh, cette communauté-là, il y a un collectif de cette communauté-là qui a acheté la, la compagnie comme en question qui faisait qui causait beaucoup de problèmes pour les empêcher à c'est pas cette compagnie-là nécessairement qui posait des problèmes. En tout cas, je veux pas nécessairement rentrer dans les nuances, là, mais bref, moi, ça, je trouve que c'est un énorme, si vous me permettez la vulgarisation, power move. Donc, puis je trouve que ça s'imbrique bien dans tu sais, tu sais, quand je te présentais tout à l'heure toutes les questions de souveraineté alimentaire, ben de souveraineté tout simplement aussi. Fait que ça, je trouvais que c'était un exemple qui est intéressant à mettre sur la table. Après, s'il y a des nuances aussi à poser, j'invite les autres à me reprendre si if needed be, mais instinctivement, c'est ce qui m'est venu en tête. Merci Laure-Denis. Camille, Aiden, est-ce que vous voulez tenter de répondre également, ou est-ce que vous avez des exemples de combats environnementaux qui ont été remportés par des activistes au Canada? Laure-Denis nous en a fourni un très beau. Et juste pour dire à ceux qui sont en train d'envoyer des questions dans les chats que j'arrive tout de suite après, en fait. Ça va être votre tour. If the question is about sort of, I guess, examples of Canadian environmental activism, like militancy situations, then I think like the Oka crisis, which I highlighted, is the first and foremost big one that comes to mind, and then the Wet'suwet'en, and then Kemi's presentation of the GNL is also really important. There's also the Tech Frontier Mine, if you remember that. That was also an issue that was being spoken about a lot when I was at COP. I was actually in a presentation with all the Canadians, and Elizabeth May stood up. She's the Green Party leader of Canada. She gave her speech time to a bunch of young activists who basically went in front of all the Canadian politicians and said, stop the tech mine now, stop the tech mine now, and made sort of this, what was supposed to be a nice fancy dinner, quite an awkward environment for anybody who was opposed. So those are cool examples of, I guess, different ways of being militant, you know, and approaching these issues. Also, Canada does have like a pretty solid Greenpeace track record. You know, Greenpeace Canada does a lot of different interventions across Canada. And then there is lately a lot of, I guess, under Camille's approaches, a lot of grassroots movement of people just standing up and protesting and walking. Obviously, there's the Montreal March, which is, you know, hasn't been talked about yet, but that's a lot of people. You know, I believe it was, you know, 1 million or 500,000 people or whatever it was. And it's fascinating because so many people were involved, and then even the political leaders were involved. So it kind of goes back to that empty chair that we were talking about, is everybody wants to do the right thing. Why is it not being done? And then we start to look at the sort of power dynamics that we've been talking about and realize, oh, people have a lot of skin in the game, that things don't happen or they don't happen very fast. Another important thing to remember is the Canadian government, at least in the short term,
benefits from climate change. You know, farming land is going to increase so much in Canada, and our trade routes in the Arctic, if the Arctic becomes an open trade route, and Canada can control that, that is an economic mega boost. So how do you, like, and I think another question in the chat was, how do you balance the economic incentives from what the right thing to do is? That's the big challenge. Thanks, Aiden. Oui, mais en effet, il y a quand même beaucoup d'exemples de combats environnementaux qui ont fonctionné. Puis justement, hier, c'était discuté dans le panel auquel j'ai assisté, mais justement, tu avais comme des gens qui parlaient en fait de l'historique des luttes. Puis comme en fait, tu as l'historique des compagnies. Donc, un des grands combats qui a été remporté dans les dernières années, c'était TransCanada. Énergie-Est plutôt. Énergie-Est, puis qui était justement le projet de TransCanada. Puis bref, moi, j'étais pas dans ces luttes-là à ce moment-là. Moi, je pense que j'étais en voyage encore. Donc, j'ai moins les détails. Je vous invite vraiment comme plus à aller chercher de l'information par rapport à ça, puis les documentaires. Néanmoins, cette lutte-là, elle a été gagnée. Et puis maintenant, des gens qui étaient dans cette compagnie-là travaillent maintenant pour GNL Québec, mais également les militants terrain qui ont qui se sont battus contre ce projet-là, se battent nécessairement maintenant contre GNL. Et puis, c'est une roue qui tourne, puis constamment des projets qui pop. Puis en fait, le film, en fait, La baleine et le corbeau, que je vous invite vraiment à aller voir parce que moi, je l'ai beaucoup aimé, mais parle justement de la recherche scientifique à Kitimat pour protéger les mammifères marins là-bas. Puis justement, il parlait à quel point que pendant que tout le monde était occupé à se battre contre un projet pétrolier, et bien là, les projets gaziers sont arrivés. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé ici aussi. On se rappelle également qu'en 2010, il y avait les gaz de schiste au Québec. Donc, les gens se sont soudainement rendus compte que leur terrain, en fait, était déjà vendu d'avance pour l'exploration de gaz de schiste. C'est ça, il y avait des choses comme ça. Il y avait Anticosti aussi qui a été remporté, qui est maintenant comme un espace protégé. Donc, c'est beaucoup de luttes dans lesquelles il y a des allocations et puis des autochtones qui ont participé. Donc, c'est pour nommer quelques exemples, mais comme moi, je suis toute nouvelle. Moi, c'est depuis 2018, en fait, c'est vraiment mon implication environnementale. Auparavant, c'était une valeur, mais comme il y avait pas, je faisais pas partie d'aucun mouvement du genre. Donc, ça a été vraiment un coup de fouet qui est retenti dans la région. Je pense quand le projet d'Ariane Phosphate, le projet minier dont je parlais plus tôt, a été accepté. Et puis là, je pense que finalement, on s'est rendu compte que, OK, les choses vont vite. Il y a des consultations, puis on n'est pas au courant, puis comme tout ça, il faut comme beaucoup se prendre part, en tout cas, pouvoir mettre la main sur l'information à temps. Il y a beaucoup un moment de timing, et c'est pour ça que c'est beaucoup dans l'urgence. Puis c'est sûr que je pense que maintenant, oui, on a la sensation aussi que les choses s'accélèrent avec les réseaux sociaux et la technologie, mais en même temps, c'est aussi une chose qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs que dans le passé. Et je pense qu'en fait, c'est sûr que maintenant, il y a un timing parce que c'est comme la situation climatique et la biodiversité, ça va pas bien du tout comme situation. Donc c'est sûr qu'en même temps, je pense que globalement, on prend de plus en plus acte. Puis c'est sûr que ces luttes-là, probablement, il y en a beaucoup du moins qu'on va remporter. Comme je ne penserais pas que GNL passe. Mais c'est sûr qu'il faut continuer de militer contre ce projet-là. Merci beaucoup tout le monde. Il reste une ou deux questions dans le chat que je vais adresser. Alors, il y a une première question sur un terme. Donc ça, c'est une question qui dit « Pourquoi continuer d'utiliser le terme « personne racisée » alors que la seule race qui existe chez les humains, c'est la race humaine ?» Mais, et cette personne ajoute « Merci infiniment aux 3 intervenants pour la qualité de leur présentation, leur application pleine et entière et les défis qu'ils partagent. » Oui, bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient se lancer, mais je suis vraiment contente que, en fait, j'avais vu la question passer, puis je me disais, bon, si ça passe tout droit, j'aimerais rebondir dessus parce que je pense que c'est très important comme question. En fait, je sais que intrinsèquement,
quand on comprend la race, souvent on va encore la rattacher à ses origines de concepts scientifiques, anthropologiques vraiment problématiques. Et évidemment, ça fait également partie des racines de ce concept-là. Mais aujourd'hui, c'est important de comprendre que quand on parle de race, de racisme, de communautés racisées, etc., mais surtout racisé ou racialisé, dépendant de ce qui est préférable, de ce qui est préféré chez les personnes. Je trouve que c'est un terme, en fait, qui a exactement pour but de décrire l'histoire de ce terme-là. Donc, le but avec ces termes-là, racisé ou racialisé, c'est d'expliquer le processus de comment que on va un peu projeter une certaine... on va projeter ce bagage-là, ce bagage historique, par comment que certaines personnes, par leur, que ce soit leur prénom, leur nom de famille, que ce soit leur couleur de peau, etc., vont être vues à travers le monde, si on veut. Puis je dis à travers le monde, mais même ça, il y a plusieurs couches, en fait, parce que moi, si je m'en vais en Haïti, eh ben, mon processus de racialisation ne va pas être le même que quand j'ai grandi ici, ben, c'est ça, quand j'ai grandi ici. Donc, en fait, si je peux vraiment résumer pour le vulgariser le plus possible, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de race, on n'est plus autant intimement lié à ses origines par rapport à le racisme scientifique, puis qu'intrinsèquement, il y a des divisions dans l'espèce humaine, mais il faut plutôt le comprendre comme un outil, un outil dans le vocabulaire pour définir toutes ces dynamiques de pouvoir-là qui sont encore très présentes aussi aujourd'hui, justement à cause de cet héritage historique-là. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez claire là, dans la nuance entre les deux, mais c'est ça, c'est pour ça que souvent, il peut y avoir un malaise si on ne le distingue pas, parce que c'est aussi dangereux de ne pas vouloir le nommer. Parce que ces conséquences-là sont encore très réelles. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, justement. Donc, c'est un peu... d'où le terme outil, comme je disais plus tôt, que c'est un outil dans le vocabulaire. C'est un outil pour, justement, avoir un nom concret de cet héritage-là et de ces impacts-là. Voilà. Merci beaucoup, Laure-Denis, pour ta réponse, la vulgarisation que tu as faite, qui était vraiment bien structurée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Non. Je vois la réponse en fait, oui, dans le chat, puis j'ai envie de rebondir. En fait, dans un de mes cours en ce moment, parce que c'est ça, je suis encore étudiante, puis on lit justement Audre Lorde, qui est une poète afroféministe. Puis Audre Lorde, justement, il y a un texte qu'elle appelle Race, Age, Sex and Class. Puis en fait, ben, c'est ça, c'est les prémices un peu de l'intersectionnalité. J'ai comme l'impression que ça a précédé un peu Kimberly Crenshaw. Mais en fait, c'est vraiment l'importance de reconnaître les différences pour ce qu'elles sont et non pas les distorsionner. Parce qu'en fait, le racisme, c'est une distorsion des différences, tandis que les différences, les dynamiques de pouvoir vont justement résulter de ces distorsions-là. Mais en fait, c'est quand même des différences qu'on peut reconnaître pour ce qu'elles sont. C'est comme, il y a des différences d'âge, il y a des différences de couleur de peau. Mais comme Laure-Denis, je pense que c'est très bien expliqué, justement, c'est un outil parce que ces réalités-là existent et on ne peut pas prétendre qu'on est sur le même pied d'égalité face aux enjeux. Donc, il y a une super image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux qui est on est dans la même tempête, mais on n'est pas sur le même bateau face au changement climatique. Donc, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Camille. Laure-Denis, est-ce que tu avais envie d'intervenir? Peut-être juste clore rapidement, parce que je trouve que Camille aussi a vraiment bien rebondi sur le dernier commentaire. C'est qu'en fait, je trouvais, moi, si je peux juste ajouter un point, c'est que
il y a plusieurs dynamiques de pouvoir et d'asservissement. On peut s'intéresser aux questions de genre, on peut s'intéresser aux questions de handicap, tout ça. Et on les nomme tous. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi qu'on garde comme outil le terme racialisé. Puis vous remarquerez, c'est rare qu'on va nommer, par exemple, on va parler de la race noire. Donc ça c'est désuet comme vocabulaire. Mais si on parle de race, on va plus être dans la question de racisme, on va parler de, en tant que dynamique, on va garder ça plus global, alors qu'on va parler de communauté noire, à l'inverse de dire la race noire. Donc, c'est un peu cet exercice-là, je pense qu'il est important de venir distinguer entre la dynamique observée à travers ce terme versus comment il est né, si on veut. Merci beaucoup, Laure-Denis. Aiden, did you want to add something? Yeah, I just wanted to echo what my fellow panelists have already said. I like to look at it from a climate perspective. Distinguishing marginalized peoples or racialized peoples is important, because although like climate change is an inherently every human is impacted. I can see why people will be like, well, it's a human issue, but really those impacts are felt disproportionately by different people and in different places. For example, when I talk about climate change, living in an urban city, I think about pollution and cars and food sovereignty, et cetera, whereas my friends who live in the far north in Nunavut, they're thinking about, the next time they take their ski-doo out over the ice that they used to go on every day, are they going to fall through the ice? The amount of people I know who have lost siblings, like in the past 6-7 years, to people falling in ice, like that's climate change right now. And in the past, people having to move homes. So I see those racialized, those discriminated against people as being the first to, from a climate perspective, to feel those things, not to mention a broader socio way of looking at it too. Thanks so much, Aiden. I think that's also a good segue into the last question that came through the Q&R that says, ne craignez-vous pas, en utilisant ce terme de personnes racisées, d'attiser des divisions plutôt que de rassembler des populations discriminées environnementalement, y compris blanches? Est-ce que c'est possible de répéter? Excuse-moi, Absolument. Ne craignez-vous pas, en utilisant ce terme de personnes racisées, d'attiser des divisions plutôt que de rassembler des populations discriminées environnementalement, y compris blanches? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vous laisse lancer, mais bon. Oui, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme question parce que, en fait, ok. C'est que moi, je suis en fait presque tentée de relancer ça avec une autre question de pourquoi est-ce que ça peut être compliqué, pourquoi est-ce que instinctivement on n'a pas envie de se reconnaître dans les enjeux des communautés racisées? Parce que, ultimement, bon, quand j'ai présenté l'intersectionnalité, c'était très rapide, mais ce que l'intersectionnalité se veut aussi de faire, c'est d'assurer de centraliser les marges. Puis ça, c'est pour justement éviter de hiérarchiser les enjeux et tout. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on centralise les marges? C'est qu'on s'assure que tout le monde passe. Parce que si la personne la plus opprimée, avec toutes les couches d'enjeux que vous pouvez imaginer, est en sécurité, eh bien, tout le monde passe. Donc, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, moi, je me questionne sur pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça devrait être une crainte? Pourquoi est-ce que ça devrait faire peur plutôt que de le voir comme un boni, en fait? Je trouve que c'est souvent vu comme ça, comme une division quand on parle des enjeux des communautés plus en marge, surtout par rapport à l'enjeu environnemental et tout, plutôt qu'au contraire de le voir comme des bonis qui, ultimement, vont servir à tous et toutes. Donc, moi, c'est mon angle là-dessus.
Merci Laure-Denis. Aiden, Camille, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ça? J'ai totalement manqué la réponse de Laure-Denis parce que, je sais pas, j'ai perdu le réseau. Mais ben c'est ça, je réitère ce temps de considérer quand même les différences pour ce qu'elles sont, puis les réalités qui sont différentes. C'est une façon aussi de s'intéresser à l'autre. Je pense que c'est le début de la réponse de Laure-Denis que j'ai pris, c'est justement de voir aussi qu'il y a façon de se reconnaître dans la situation des personnes qui sont racisées. Puis de toute façon, c'est comme là, justement, je pense que la question est encore abordée seulement sur l'aspect de la race, mais tu sais, justement, il y a la classe. L'aspect géographique, par exemple, les communautés qui sont plutôt blanches, dans les îles dans les îles de la Madeleine, en fait, qui en ce moment font face à l'érosion avec la montée des eaux. Ou en fait, ici, en Abitibi, là où on projette en fait tous les projets justement extractivistes, le gazoduc, les projets miniers en Abitibi, mais c'est du fait qu'on est des communautés rurales, donc il y a moins les niveaux socio-économiques sont moins élevés, par exemple, que dans les milieux urbains. Donc, l'intersectionnalité, c'est de prendre en fait tous ces regards-là puis de pouvoir les mettre. Donc, ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est pas que les changements climatiques concernent que les personnes racisées ou que c'est les seules personnes exclusivement qui vont être affectées, mais c'est qu'en ce moment, c'est celles qui le sont plus parce qu'elles vont cumuler toutes sortes de discriminations. Puis je pense qu'Eden a très bien nommé dans sa présentation aussi qu'il y a quelque chose qui est totalement inséparable. C'est comme pour les différentes communautés, les premiers peuples, où finalement, il faut déjà essayer de pouvoir lutter contre les discriminations qu'on va vivre, à la fois que se battre contre des projets qui viennent en fait avec des fausses promesses, qui vont avoir des impacts sur la santé de la population. C'est comme le fracking, justement, en Alberta, en Colombie-Britannique, comme peut causer des séismes, peut empoisonner les nappes phréatiques. C'est vraiment des réalités qui vont toucher les communautés qui sont dans ce coin-là en premier lieu, mais c'est sûr que ça touche aussi n'importe qui. Puis comme Laure-Denis disait, c'est comme aussitôt qu'on... L'idée, en fait, c'est que de prendre soin des plus vulnérables, tu t'assures, en fait, qu'il n'y a personne qui va être vulnérable. T'sais. Merci beaucoup Camille. Je vais prendre juste une dernière question qui était apparue plus tôt dans le chat. Aux trois intervenants. Donc il se fait tard, donc je vais respecter le temps de tout le monde, puis le temps de sommeil également. Donc c'est vraiment la dernière question. Et je vous remercie vraiment pour votre ténacité. Hein. Donc aux trois intervenants, la sauvegarde de l'environnement est un enjeu politique et un choix de modèle économique qui n'est rien d'autre que le modèle capitaliste, capitalisme libéral, libéralisme bref, le profit à tout prix, et quel qu'en soit le prix du moment, que les actionnaires y trouvent leur compte. Est-il envisageable de changer les choses sans renverser ce modèle de l'exploitation de l'homme et des ressources vitales par des individus et un système qui ne vise que le profit monétaire? Donc, je répète la question parce qu'il y avait comme un statement et ensuite une question. Donc, la question c'est: est-il envisageable de changer les choses sans renverser le modèle d'exploitation de l'homme et des ressources vitales par des individus et un système qui ne vise que le profit monétaire? Je ne t'ai pas entendu, Laure-Denis. Non, mais j'ai pointé pour si quelqu'un voulait se lancer en premier, peut-être Aiden. Okay. Yeah, I don't mind giving it a shot. I think the short answer is yes and no. I guess I think there is possible ways in the short term to reel back certain elements of what I call predatory capitalism, or really
really profit-oriented concentration of capital into the hands of a few, it is possible under capitalism to not necessarily have that happen. There's a really good movie called The New Corporation. It was premiered in the Toronto Film Festival, and it said, right now our system is, you know, capitalism for the poor and socialism for the rich. So the rich are subsidized by governments all the time, and they're allowed to make mistakes. Some of the biggest corporations in the world have made huge mistakes, and whether it's Wall Street in 2008, big pipelines like the Canadian government just bought, or whatever, the governments are stepping in to save the bacon of these corporations. You know, that's not okay, because when the poor people make a mistake or whatever, they're left to homelessness, and we don't have any supports for that. We don't bail out the homeless. We don't bail out the people who don't make minimum wage. There are efforts to make a universal basic income, for example, a possibility in Canada that has more support than you think. So these are ways of small ways to alter the worst version of capitalism. And there are people who, like in social finance, who are doing this kind of work. It's still got a long ways to go. Thanks, Aidan. Oui, puis moi, si je peux me lancer, pour moi, il n'y a qu'une réponse, là, c'est non. Mais pas dans le sens où est-ce que je pense qu'il y a des réels pièges dangereux de formes de greenwashing qui pourraient maintenir un équilibre, entre guillemets, tout en gardant un système similaire à celui qu'on a. Donc, je ne dis pas que cette option-là n'existe pas, mais je dis que cette option-là ne ferait qu'exacerber, au mieux continuer les violences dont on a parlé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pose vraiment comme pilier dans mon cadre de la compréhension de qu'est-ce que l'enjeu environnemental, comme une question de souveraineté, comme une question d'autonomie, et qu'à mon sens, tant et aussi longtemps que les communautés at large, mais évidemment les communautés les plus marginalisées parce que ce sont elles qui se font le plus voler ces capacités d'autonomie, tant et aussi longtemps que ces communautés, que la question d'autonomie, que la question de souveraineté n'est pas centralisée, à mon sens, l'impact écologique est direct parce que les pires violences écologiques, les pires violences environnementales sont intimement liées aux questions de bris d'autonomie. Donc, si on pense à, par exemple, je parle souvent d'esclavage, je ne veux pas, quand je parle des questions environnementales, tout ça, et la période coloniale, où est-ce que justement c'était en cours, c'était une catastrophe écologique parce que justement, les rapports qu'on projette par rapport à certaines communautés sont les mêmes qui vont être projetés par rapport aux ressources, ressources entre guillemets déjà, parce que déjà ce mot-là parle, aux ressources naturelles, parce qu'on reste encore pris dans la mentalité de capital, puis d'acquérir n'importe quel outil, n'importe quelle ressource pour le gain. Donc, tant et si longtemps qu'on reste dans ce schéma-là, les violences écologiques continuent. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de sortir de ça, et pour sortir de ça, c'est en passant par les questions de souveraineté. Merci beaucoup, Jordanie. Vraiment une belle réponse que tu nous as faite. Donc, je vais donner le choix à Camille si elle veut ajouter quelque chose. J'ai pas vraiment autre chose à rajouter parce que c'est tellement une question complexe. Parce qu'en fait, c'est la question des solutions. Quelles sont les solutions pour sortir de ce modèle-là? Puis c'est dur à mettre en place en ce moment. Puis ça demande aussi d'imagination. Donc, moi, c'est évident que ce n'est pas comme la lutte environnementale passe par la lutte anticapitalisme. Moi, c'est des valeurs que je prône personnellement, mais après, c'est sûr que c'est comme, je le vois dans notre militantisme, c'est comme
pas le choix d'utiliser quand même les mêmes codes, le même langage. Si du moins c'est comme ça qu'on peut avancer. Puis souvent il y a des fausses bonnes solutions, puis notamment en coopération internationale, c'est chose très fréquente en fait. En fait, la coopération, c'est tellement flou justement avec la ligne du colonialisme parce que finalement, c'est beaucoup à la fois une question de support, mais de marché à la fois. Donc, il y a comme tout un aspect économique derrière. Mais ouais. Puis, il y a un article, en tout cas, dans le début de la pandémie, là, quand je me suis mis à faire de la boulimie d'informations, à lire beaucoup de choses pour savoir si oui ou si non la pandémie allait changer quelque chose dans ce monde de l'après, etc. Je suis tombée sur un bel article en fait qui parlait de l'importance de l'imagination. Puis c'est vrai que c'est pour faire un peu le pont sur la culture, l'art. Comme si on regarde en fait la culture qu'on consommait de façon plus mainstream, avec tous ces films de l'apocalypse, de l'écroulement, de l'effondrement écologique, les apocalypses des zombies. Finalement, en fait, puis c'est comme le futur dystopique avec genre la technologie, tout ce qui est Black Mirror, etc. On s'imagine beaucoup, on se projette énormément dans un futur qui est très dystopique. Mais c'est comme les solutions passent par cette capacité de visualisation-là. C'est comme on ne pourra pas créer un futur si on n'est pas capable de commencer à se l'imaginer. Donc, il y a ça aussi. Puis c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, ce printemps. Puis j'ai comme continué à surfer un peu sur cette idée-là. Puis c'est pas une capacité que j'ai encore personnellement, mais c'est vrai, c'est quelque chose que je travaille, en fait, de pouvoir comme essayer de s'imaginer comme un monde où, en effet, c'est comme les besoins énergétiques sont comblés, que la question de la souveraineté alimentaire, c'est comme tout ça, en fait, que ça puisse, c'est les besoins que ça être répondu. Mais c'est ça, ça passe par ça, entre autres. Merci beaucoup tout le monde. Merci Camille et Amélie pour cette conclusion que je trouve assez positive quand même et qui nous laisse espérer de trouver des solutions à travers notre capacité créative et d'imagination. Donc malheureusement, là, on arrive au terme des 2 heures qui ont été allouées à ce webinaire. Je tiens à remercier tous les participants pour leur intérêt, mais surtout nos panélistes qui ont accepté de venir ce soir pour nous présenter leurs expériences. Merci à JB pour la technique et à Sabrina pour l'animation du débat. Et je vous invite tous à aller consulter les sites internet des différents organismes dont nos panélistes nous ont parlé ce soir, ainsi que les pages d'Europe Écologie Les Verts hors de France. Comme je vous le disais, il y aura d'autres webinaires à venir dans le cadre des élections consulaires de mai 2021, donc restez à l'affût. Je vous invite aussi à nous faire part de vos intérêts pour des thématiques en particulier que vous souhaiteriez voir abordées dans le cadre de ces webinaires. On est vraiment ouvert à vos propositions, puis je pense qu'en contactant les organismes dont on a parlé ce soir, vous aurez l'occasion de continuer la discussion, de poser vos questions aussi, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, puis encore merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée.